Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Hier libertaire, aujourd'hui totalitaire. San Francisco, sur la côte ouest américaine, est la Mecque du numérique. Capitale mondiale du mouvement hippie dans les années 60 et 70, San Francisco, avec ses milliers de start-up, s'est transformé en gourou technolibéral de la planète. C'est la thèse que soutient et dénonce mon invité, le philosophe Éric Sadin, auteur d'un livre intitulé « La silicolonisation du monde, l'irrésistible expansion du libéralisme numérique » paru aux éditions L'Échappée. Bonjour Éric Sadin. Bonjour. Alors, première question, quelle est votre définition de la silicolonisation du monde ? C'est le fait que la Silicon Valley aujourd'hui incarne l'insolente, vous l'avez dit, réussite industrielle de notre temps, qui regorge des plus grands groupes de l'industrie du numérique. On les connaît, les Apple, les Google, les Facebook, les Netflix, les Uber, et qui engrangent des chiffres d'affaires qui font rêver les entrepreneurs du monde entier. Mais au-delà d'un territoire, la Silicon Valley, la Californie du Nord, la Silicon Valley a généré un esprit aujourd'hui, ce que je nomme l'esprit de la Silicon Valley, et qui voit l'édification d'écosystèmes numériques, d'accélérateurs ou d'incubateurs de systèmes, de start-up et de vallées de par le monde. Aujourd'hui, toutes les régions du monde veulent essaiment et veulent être la nouvelle Silicon Valley. Même aux États-Unis, vous savez, à Miami, c'est la Silicon Beach, en Amérique du Sud, Sao Paulo, Bogota. Et qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que le monde adopte ce concept ? Alors, ce qu'on ne voit pas, au-delà d'un modèle industriel, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est un modèle civilisationnel qui est en train de s'instaurer à grande vitesse, fondé, alors je peux m'expliquer avec vous, là, maintenant, aujourd'hui, sur ce que je nomme la marchandisation intégrale de la vie et l'organisation de plus en plus automatisée et algorithmique de secteurs de plus en plus étendus et variés de nos sociétés. Donc il ne s'agit pas seulement de faire de l'argent, il s'agit, vous le dites dans ce livre, carrément d'un problème de civilisation. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans l'environnement numérique, nous ne sommes plus seulement dans l'environnement de l'Internet. C'est-à-dire, nous ne sommes plus seulement dans ce qui avait été nommé l'âge de l'accès, c'est-à-dire d'avoir accès à quantité d'informations depuis chez soi et à quantité de corpus. Aujourd'hui, nous vivons actuellement, et pour les 10 années à venir, la dissémination tous azimuts de capteurs sur toutes les surfaces de la réalité, que ce soit nos corps, les bracelets connectés, les montres connectées, nos domiciles. Vous savez, dans les lits, il va y avoir des capteurs, donc c'est même le sommeil qui va être capté, les balances. Vous savez, il y a des miroirs dits intelligents aujourd'hui de Microsoft. Donc ce qui vous dérange, c'est que ça atteint notre liberté. Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la vie qui est collectée. C'est la vie, c'est-à-dire des capteurs qui collectent le réel, les phénomènes du réel au moment où ils se passent. Nous parlions du domicile, nous pouvons parler aussi des entreprises dont les chaînes de logistique, les chaînes de conception sont de plus en plus infiltrées de capteurs qui permettent une visibilité en temps réel des mesures de performance, comme on dit aujourd'hui, et qui induisent le fait que des systèmes évaluent les pratiques du personnel et rétroagissent et orientent et dictent des actes. Donc dictent empêche notre liberté, notre choix. Alors là, par exemple, dans le cas du travail, oui, ça étouffe l'autonomie, la spontanéité, la libre initiative au profit de ce que je nomme un guidage, une orientation. Alors, ce moment que nous vivons, c'est-à-dire de la vie par les capteurs, qui est collectée, qui est croisée à la sophistication sans cesse croissante de l'intelligence artificielle. Nous parlons beaucoup, car aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de deux événements technologiques majeurs. C'est nous l'avons dit, de l'extension des capteurs et de l'intelligence artificielle qui actuellement connaît des avancées qui vont à des vitesses, j'ai presque envie de dire, qui repoussent la capacité de délibération et de décision en commun de là où nous voulons aller. Et qu'est-ce que ça induit, ce phénomène-là ? Ça induit ce que je nomme une sorte de pression de plus en plus intense sur la décision humaine. C'est-à-dire de plus en plus des systèmes souvent pour supposer notre plus grand confort, notre plus grande facilité d'existence, notre plus grande optimisation de notre temps, nous conseille de faire telle action plutôt que telle action, mais à des fins généralement marchandes. Mais est-ce que, Éric Sadin, vous reconnaissez quand même qu'il y a deux faces ? Il y a une face plutôt bonne de cette silicolonisation du monde lorsqu'on apporte les technologies. Et on voit par exemple en Afrique,
vous le dénoncez, mais il y a des zones comme les Silicon Savannah au Kenya qui fonctionnent, etc. Et ça permet le développement économique. Vous reconnaissez qu'il y a deux faces ? Oui, alors, je dirais presque qu'il y a trois faces. Ah, c'est quoi la troisième ? Alors, je dirais d'abord qu'il y ait des avantages avec le numérique. Ça, je ne le nie pas. Hein. Par exemple, réserver un billet d'avion ou mon billet de train sur Internet, ça facilite la vie. Ça, je ne le nie pas. La deuxième phase, donc, puisque vous parliez de phase, c'est que aujourd'hui, au nom des sacro-saints points de croissance et de l'emploi, il y a une forme d'aveuglement sur ce qui est en train de s'instaurer. Et ce qui est en train de s'instaurer, c'est-à-dire que moi je dénonce une forme d'aveuglement. Hein. Et je redis, nous ne sommes plus dans le seul moment de l'Internet, parce que l'Internet, pour dire rapidement les choses, franchement c'est pas très méchant. Hein. Qu'Amazon me suggère tel achat plutôt que tel autre, je reste totalement libre, quand bien même on dit que ce n'est pas le cas. Non, on reste totalement libre de choisir le bouquin que je veux prendre, même si j'ai un peu de pression. Non, les années qui viennent vont voir une visibilité des comportements, je le répète, via les capteurs. Nous sommes dans l'ère des capteurs, et qui induit une marchandisation de tous les gestes de l'existence. Et donc vous, ce que vous regrettez, c'est qu'on ne réfléchit pas assez à cet aspect-là, ne serait-ce que pour l'accompagner, voire le réguler. Bien sûr, parce que ce qui est nommé l'économie de la donnée, c'est-à-dire de faire profit, de tirer profit de toute la collecte de données, hein, qui suppose que ça va du sommeil, nous avons dit les puces dans le lit jusqu'au coucher, hein, et c'est cette économie de la donnée, moi je l'ai nommée l'industrie de la vie, hein, l'avènement d'une industrie de la vie, et Google, vous savez, Google qui s'est transformé en Alphabet en 2015. Hein, la holding, qui est donc Google n'est plus seulement sur les requêtes de mots-clés, c'est la voiture autonome, c'est la cartographie, c'est évidemment la santé, l'enseignement. Donc on laisse trop faire Google sans réfléchir. Alors, à mon sens, d'abord, Google est aux avant-postes d'une industrie du numérique qui est une industrie de la vie, qui veut capitaliser sur l'ensemble de nos gestes. Et alors oui, cela va induire une forme d'accompagnement continu de nos vies, alors j'ai presque envie de dire de nos vies personnelles, ou alors de nos vies collectives, nous l'avons dit, dans le travail, mais aussi dans le champ de la médecine, par ces systèmes qui sont supposés d'une forme d'intuition de vérité, qui savent mieux que nous ce qui doit être fait. Alors, parce qu'on ne réfléchit pas là-dessus, vous le dénoncez dans ce livre, hein, vous dites que politiquement, on ne réfléchit pas assez suffisamment. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la parade ? Alors, ce que je remarque, c'est que, enfin, je ne le remarque pas, je le relève, hein, c'est que depuis une dizaine d'années, les politiques sont aux avant-postes du soutien apporté par des fonds publics, souvent, notamment en France, mais dans bien d'autres pays, à ce mouvement de siliconisation, en supposant que c'est l'horizon économique indépassable de notre temps. Hein. Donc, pour ma part, je ne fais plus confiance aux législateurs, aux politiques, pour essayer de faire valoir des voix divergentes et entamer des réflexions, voire de l'opposition. Hein. Car quand on a parlé du travail, il est temps des conditions de travail, la collecte de données, il est temps aussi, par exemple, que les syndicats se saisissent de ces enjeux décisifs. Donc alors, qu'est-ce que vous faites, Eric ? Moi, je fais confiance, je voudrais faire confiance à toutes les forces de la société civile dans le monde entier, c'est-à-dire aux citoyens, aux individus, hein, déjà, et je pense qu'il est temps individuellement d'entrer dans l'époque de la responsabilité, hein, et plus de la fascination béate qui nous conduit à faire la queue toute la nuit dans des tentes Quechua devant les App Store en attendant l'objet divin qui va nous délivrer de tous les maux de nos existences. Donc déjà individuellement, les groupements de citoyens, hein, c'est à eux de se saisir de ces questions. Vous les sentez venir ou pas là ? Je pense, les associations de parents d'élèves, l'introduction du numérique avec une forme de précipitation dans les lycées, dans les collèges, par exemple en France, Microsoft, qui n'a aucune compétence dans l'éducation, qui est devenu le partenaire principal de l'éducation nationale. C'est une faute, à mon sens, politique grave, hein, et qui témoigne notamment de la force du lobbying de l'industrie du numérique, aussi bien à Washington qu'à Bruxelles pour ce qui est de l'Europe, mais dans bien d'autres pays dans le monde, et également aux associations de consommateurs, c'est-à-dire à toutes les forces vives, c'est-à-dire essayer d'évaluer ce qui se joue, et d'avoir un rapport critique à la fois aux objets, aux dites innovations, et puis à la trajectoire qui est en train de se dessiner. Éric, est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser leurs armes contre eux ? C'est-à-dire utiliser les technologies pour faire dérailler le train ?
Je ne suis pas si certain de ça. Moi, je pense plutôt que nous avons dit, j'ai parlé de citoyens, nous sommes tous citoyens, mais nous sommes tous consommateurs aussi. Nous sommes tous consommateurs. Et moi, en tous les cas, me concernant, tous les objets connectés, les capteurs dans mon domicile, tous les protocoles d'assistanat de la vie, du genre, vous savez, les assistants numériques personnels comme Siri d'Apple, Google Now, qui sont supposés une sorte de majordome numérique, qui vont me dire à tout instant, vous devez rencontrer telle personne parce qu'elle vous convient, vous devez aller dans tel café parce qu'au vu de vos profils, de ce que vous avez fait hier, vous allez prendre un café de Colombie qui va convenir. Enfin, écoutez, moi, je ne veux pas de cela. Je ne veux pas vivre dans une société où, au nom d'intérêts privés, on me conseille, dans le meilleur des cas, on me conseille, ou on m'oriente sous une forme de pression de plus en plus intense relativement à mes actions. Donc, quant à moi, j'en appelle. Moi, me concernant, ma décision est prise. Ces capteurs n'infiltreront pas mon domicile. Ces assistants numériques, ces assistants numériques, j'en ne ferai pas l'acquisition. Et j'en appelle aux citoyens à faire valoir leur position de consommateur, c'est-à-dire de mettre en échec, non pas le modèle numérique dans son ensemble, mais de mettre en échec ce modèle qui veut que nous allons vers une quantification et une marchandisation à terme intégrale de la vie. Bien, alors je renvoie les consommateurs à votre livre « La silicolonisation du monde » aux éditions L'Échappée. Merci Éric Sadin pour ces réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. Au revoir.